chaque fois avant un épisode, je suis obligé de regarder. C'est 381e épisode avec cette semaine Sébastien, et de l'autre côté nous avons Aurélien qui sont nos experts de l'épisode, puisqu'ils viennent chacun avec leur expertise bien sûr, et puis aussi avec leur passion et les choses qu'ils ont épinglées dans l'actualité technologique de la semaine. C'est une revue de presse qui s'articule donc autour d'un abécédaire et qui est compilée par ces deux garnements. Bonjour Sébastien. Bonjour, tout augmente. En début d'année, on était à 330, donc c'est à peu près 15% d'inflation. Oui, c'est vrai. On prend de la valeur avec l'âge, en quelque sorte. Bien sûr, comme le bon vin. Comme le bon vin. Aurélien n'est pas dans les conditions de travail habituelles. Tu as l'impression que tu es dans un chalet. Eh ben exactement. C'est mon petit épisode de vacances. Je suis en vacances à la montagne, du côté de Chamonix, et donc je vous fais... Pour ceux qui nous suivent en vidéo, je vous fais profiter de mon petit lambris petit nœud de chalet. Vous admirez. Le petit lambris. Voilà, voilà. Et je vous passe les odeurs de raclette et de fondue. En laissant jusqu'ici. Voilà. C'est de saison, voilà. Comme ça, le décor est planté, hein, on peut dire ça comme ça. Je rappelle évidemment que vous devez même. Enfin, non, vous pouvez partager cet épisode dans vos réseaux et les commenter également. Commenter cet épisode, soit via notre site lestechno.be, soit sur les plateformes de podcast habituelles ou sur notre chaîne YouTube, puisque ce podcast est, vous le savez, filmé également et que vous pouvez, si vous le voulez, voir nos frimous durant à peu près 60 minutes pour un épisode, plus un bonus, puisque évidemment on a toujours des trucs en plus à dire, et c'est ce que nous ferons évidemment par ailleurs avec 15 minutes de bonus supplémentaires. Mais avant cela, entamons cet abécédaire avec la lettre A. A comme RW, c'est un parc, c'est en tout cas une idée, Aurélien, de parc éolien un petit peu particulier tout de même. Oui, tout à fait. Et ben donc, pour un petit hommage pour Thierry, notre van lifer de l'équipe, je vais chroniquer un produit qui a été lauréat d'un concours de design, le concours Red Dot, qui est un concours allemand qui prime donc des produits un peu innovants. Alors on connaissait pour l'autonomie, les van lifers, on connaissait les panneaux solaires sur les toits des vannes, on connaissait les panneaux solaires pliants que vous pouviez mettre devant votre véhicule, qui recharge une batterie portable, que vous genre une grosse caisse à outils là, qui est pleine de batteries et lithium, et donc vous pouvez recharger, puis vous pouvez vous servir de l'énergie pour vos envies d'aventure, vos envies de van life en autonomie. Et donc c'est une société Jackery, Jackery, qui a créé, donc qui est une société qui vend déjà des panneaux photovoltaïques pour les van lifers et des batteries, et qui a conçu le RW, qui est donc un produit. Alors je vais essayer de le décrire. Vous imaginez un pied de micro, donc un pied vertical avec 3 pieds pour venir s'accrocher au sol, et sur ce pied qui est complètement pliable, vous avez, et qui fait 1 mètre de haut, vous avez 2 tubes, 2 cylindres qui sont donc horizontaux par rapport au sol, et au bout de ces cylindres vous avez des pales, et donc quand vous dépliez votre RW, vous vous retrouvez avec un pied de micro avec 2 petites éoliennes. Les pales se replient à la façon de certaines, je ne saurais pas le modèle, mais de certaines pales de drones DJI, vous savez, vous avez des pales, et puis vous les remettez toutes les unes sur les autres. Et c'est le même principe qui a été utilisé là, et puis ça se replie comme un pied de micro, vous voyez, le pied se remonte, et les pieds se redeviennent parallèles au socle. Et donc, en fait, ils viennent avec ce produit-là, ils disent que c'est portable, léger et étanche, puisque en fait, contrairement à tous ces panneaux solaires, ça vous le mettez à côté
de votre van et jour comme nuit, comme pluie, comme mauvais temps, s'il y a du vent, il y a du vent, et vous pouvez le mettre dehors et vous branchez ça à votre petite batterie comme celle que vous aviez sur vos panneaux solaires et vous pouvez tirer une puissance jusqu'à 200 watts. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça dépend du vent, de la puissance du vent, bien sûr. Bien sûr. Et puis ça, quelle que soit l'heure de la journée, la nuit, ça marche. Et le tout, je vous l'ai dit, IP67, hein, IP, je vous rappelle, c'est l'indice de protection. Le premier chiffre, c'est pour la résistance au solide, et le deuxième chiffre, c'est pour la résistance à l'eau. Hein, et donc IP67, ça veut dire que vous pouvez le mettre sous la pluie battante, tout est étanche, et voilà, vous pouvez... Mais ça résiste aussi... dans une moindre mesure au sable. Tout ce qui peut rentrer dedans. Le 6 de IP67 fait que tout ce qui pousse. L'idée, c'est pas non plus de les laisser traîner dans la flotte et dans le sable, dans la plage, mais voilà, c'est toujours bien de savoir que c'est résistant à ce niveau-là. C'est pas mal, hein. Moi, j'avais vu un truc un peu similaire l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était une seule éolienne, un peu plus compliquée à déployer et qui ne servait en fait qu'à une seule chose, c'était pouvoir recharger son smartphone ou sa tablette, parce qu'elle ne développait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir vraiment recharger une batterie de plus conséquente. Je pense que ça pouvait recharger aussi peut-être en partie un ordinateur portable, mais bon, voilà. C'était quand même plus limité que cette solution-ci. Ici, c'est quand même un système de 4 petites éoliennes, si je ne dis pas de bêtises. C'est par deux. Deux éoliennes. Parce que dans la vidéo, il le présente aussi par deux pieds, enfin deux structures, parce que je suppose qu'on peut les mettre en série pour alimenter, ou plutôt en parallèle, pour alimenter la batterie ou le système que l'on veut recharger. Donc c'est plutôt pas... Moi, je trouve ça plutôt pas mal, ça va faire plaisir à tirer. On lui envoie quand... Non, c'est pour rire. C'est assez bien foutu, c'est sympa. En tous les cas, le produit semble... C'est un prix de design, hein. Pour l'instant le produit n'est pas disponible, mais c'est il n'est pas dans la le tendance. Il n'est pas au catalogue, on est sur le site de Jacques Kerry, ou je ne sais pas comment on le dit, qui est spécialisé effectivement, c'est pas les seuls à le faire, il faut le reconnaître aussi, des panneaux solaires portatifs facilement déployables et des batteries portables, comme tu le disais, une espèce de frigo box en quelque sorte, un peu plus lourd, avec différentes puissances, avec des tarifs qui sont relativement similaires à ce que fait la concurrence. Donc là, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais par contre, le fait d'avoir un peu plus d'autonomie, parce que tu le disais très bien, il se peut qu'il n'y ait pas de soleil, il se peut que ce soit la nuit, etc. Autant bénéficier aussi de cette manne énergétique qui pourrait aller de pair avec justement les panneaux solaires, si on le veut. Bon, voilà, moi j'aurais dit rien de neuf sous le vent, mais... Oui, aussi, par la même occasion. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette plusieurs choses. Il y a des photos sur le site web de gens à la plage. J'imagine les plages bondées au mois d'août où il y a les enfants qui débarquent avec madame, le frigo box, le vrai, le parasol et tout. Et maintenant, en plus, ça va prendre 2 éoliennes parce qu'il faut charger les portables, la tablette, voire la boombox pour faire du bruit. Oui, en plus, il y a un aspect éthique ou responsable pour utiliser ça. Je pensais aux utilisateurs nomades aussi, parce qu'on voyait quelqu'un recharger son laptop. J'ai beaucoup de connaissances. On en a une dans les technos d'ailleurs, qui est un travailleur nomade qui se déplace beaucoup, qui pourrait travailler à peu près à partir de n'importe où. Et puis si Thierry adopte ça, il pourra dire qu'il passe nous voir en coup de vent finalement. Bien vu. Mais voilà, c'est une solution. Il y en a d'autres, évidemment. Ceux qui cherchent justement de partir un peu à l'aventure en renforçant, on va dire, leur autonomie énergétique, en tout cas en électricité, ça les intéressera. On a un prix non, c'est pas, il n'y a pas de projection sur le prix pour l'instant, c'est juste... J'ai rien lu là-dessus. Ouais, c'est ça, non, moi non plus, donc voilà. Donc on se doute que ça va pas être super bon marché, mais en même temps, son autonomie, et voilà, si c'est le prix de l'autonomie, c'est le prix de l'autonomie. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? On passe à la lettre suivante. La lettre C comme carte, on aurait pu dire aussi cartographie, Sébastien, puisque on parle de cartographie justement, tel qu'on l'entend sur Google Maps, Apple, comment on appelle Apple Maps aussi, je sais plus comment. Apple Maps en anglais, plan. Ouais, c'est ça. Il y a des systèmes GPS aussi, type TomTom, qui utilisent des cartographies diverses et variées. C'est ce dont tu vas nous parler, Sébastien.
Oui, j'avais peur que cartographie, ça dépasse, que ça soit trop long. Tu nous as dit non, il y en a certains qui ont mis 3 mots, et ça passait. Donc j'ai pris la version la plus courte. La nouvelle, c'est que 4 géants d'Internet, 3 géants et un géant de la cartographie, s'allient pour créer une fondation open source autour des données cartographiques. Ces 4 géants, c'est AWS, donc Amazon Web Services, la filiale cloud d'Amazon, Meta, la maison mère de Facebook, Microsoft, on le connaît également, et plus inattendu, quoique TomTom, la société européenne, hollandaise, de navigation, s'allie donc pour créer une fondation sous l'égide du Linux Foundation. Linux Foundation, c'est la fondation qui s'occupe du projet Linux et qui patronne ainsi différents projets autour de l'open source et de l'open data. Donc c'est une nouvelle branche, un nouveau chapitre de Linux Foundation qui s'appelle Overture Map Foundation. J'ai bien prononcé Overture, vous avez bien entendu, c'est pas ouverture, avec un O, Overture Map Foundation, dont le but c'est de partager en open source, en open data, des jeux de données cartographiques qui viennent de ces fournisseurs-là, enfin de ces 4 sociétés-là, mais aussi des contributions externes ou des jeux de données existants. On pourrait imaginer en France, par exemple, l'IGN ou en Belgique, qui décide de contribuer à cette fondation, puisque c'est une fondation non-profit et ouverte en open source. Donc l'idée, c'est de travailler d'abord, ils ont fait 2 working groups. Un premier qui va travailler sur les schémas de données, comment est-ce qu'on représente des cartes. Et puis, le second working group pour faire les premières cartes à partir de ce schéma de données. Ils mettent en place également des processus de curation, donc de quality assurance, d'assurance qualité, de vérification des données pour s'assurer que les données soient correctes, puisque des données cartographiques, il y en a certaines en tout cas qui périment relativement rapidement. Pensez aux points d'intérêt par exemple, avec des commerces et des choses comme ça. Et puis aussi se mettre ensemble pour faire un vocabulaire commun, donc un système de référence d'entité commun. Comment est-ce qu'on appelle une rue, comment est-ce qu'on appelle une ville, comment est-ce qu'on appelle un café, un bureau de poste, quel que soit le pays. Donc avoir un schéma de données, mais aussi un système de référence d'entité. Alors c'est intéressant parce que à ma connaissance, AWS, Microsoft et Meta n'ont pas de données cartographiques en propre. En tout cas, il n'y a pas de projet que je connais. Alors, je connais très bien AWS, je connais moins Meta et Microsoft, mais quand on parle de données de cartographie, je pense pas que Meta... Ils sont pas réputés pour ça, en tout cas. Exactement, ils sont pas connus pour ça. AWS a un service de cartographie, mais ils achètent des données, ils le disent clairement et publiquement, de Esri et de HERE. Donc le seul qui a vraiment des données de cartes là-dedans, c'est TomTom, qui a acquis Téléatlas il y a quelques années. Si on revient quelques années en arrière, séquence vieux con, il y avait essentiellement 2 sociétés de fourniture de données de cartographie. Il y avait Navtech aux États-Unis et Téléatlas en Europe. Navtech a été, après moult décisions, tentatives de rachat par Garmin, a finalement atterri chez Nokia, qui est devenu HERE maintenant, qui est un grand fournisseur de cartes, qui contribue notamment à Bing, qui contribue pour plein de fabricants automobiles. Et puis l'autre, Téléatlas, qui était hollandais et s'est fait racheter par l'autre société hollandaise qui était concurrente de Garmin à l'époque, TomTom. Donc ça, c'est les 2 gros pôles de cartographie. Depuis, évidemment, il y a Google qui s'est créé son propre jeu de cartographie. Apple a toujours dit qu'ils avaient licencié les données de HERE de Nokia au début, mais que maintenant ils les licencient plus. Donc ils ont, à force, ça fait plus de 10 ans que l'application Apple Maps existe. Ils ont leur jeu. Donc on pourrait dire voilà, il y a 3 pôles maintenant. Il y a Apple, Google, et puis il y a cette fondation avec AWS, Meta, Microsoft et TomTom. Je serais tenté de dire qu'il y a un 4e acteur qui est OpenStreetMap. Alors OpenStreetMap, on en parle également et on peut se poser la question, tiens, quelle est la différence? En fait, le but de cette fondation, c'est vraiment de structurer les données, donc comment on va représenter les données, de les acquérir, de les redistribuer sous une licence open source, de les valider, tandis qu'OpenStreetMap, c'est du travail collaboratif de gens qui décident de collaborer ensemble pour fournir des données. Donc ils expliquent bien dans le press release que OpenStreetMap sera une des sources de données qui alimentera les données de la fondation, mais pas la seule. Donc c'est complémentaire à OpenStreetMap, ça ne vise en aucun cas à remplacer OpenStreetMap, mais c'est un bon point, Marc. Juste une petite anecdote pour conclure peut-être. Je me rappelle il y a une grosse dizaine d'années, 12-13 ans, quelque chose comme ça, j'ai dû aller à Amsterdam dans une entreprise qui était voisine de TomTom, et la seule société qui n'était pas reprise dans la cartographie TomTom, c'était TomTom, parce que c'était un zoning industriel qui était en construction et que la rue n'existait pas encore. Le bâtiment existait, mais la rue n'avait pas encore de nom, et donc il n'était pas... C'est assez rigolo quand même. C'était toujours les portes
cordonniers les plus mal chaussés. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ça n'a pas duré évidemment, mais voilà, ça nous avait fait bien rigoler quelques secondes à l'époque. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. J'imagine que c'est pas le seul écueil que ce genre d'entreprise a pu avoir dans son existence. Un truc à rajouter, je ne sais pas, Aurélien, peut-être une idée. Oui, un truc, alors oui, je voulais rajouter OpenStreetMap comme toi. Et puis je me souviens qu'il y a quelques années, je dirais peut-être 1 ou 2 ans, Google Maps avait complètement changé sa façon de faire, son API pour afficher une carte. Par exemple, vous aviez une entreprise sur votre site web, vous vouliez mettre une carte Google Maps, il fallait payer au-delà de je ne sais plus combien d'appels. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bien sûr. Et du coup, il y a beaucoup d'apps. Je pense aux apps pour les loisirs, par exemple Komoot pour les cyclistes, par exemple, qui font appel à OpenStreetMap plutôt qu'à Google Maps pour ça. Et du coup, j'ai compris donc que cette nouvelle cartographie, un nouvel acteur, voilà, serait encore une couche au-dessus OpenStreetMap. En dessous. Mais en dessous, parce qu'eux se focusent sur la data vraiment, pas nécessairement sur la visualisation, la représentation de ces data. Donc OpenStreetMap pourrait consommer les données qui viennent de cette fondation-là pour construire leur map avec des données de qualité. Ce que tu dis, Aurélien, est très pertinent, parce qu'on s'en rappelle, on avait d'ailleurs parlé de ça avec l'autre Sébastien, si je dis pas de bêtises, parce qu'effectivement, tu as même dans les applications mobiles, énormément d'entreprises, je pense à des applications immobilières par exemple, utilisaient Google Maps à l'envi, en disant c'est facile, ils l'ont, machin, etc., surtout sur Android, c'est relativement simple, et effectivement, l'interrogation, le get que l'on fait sur l'API de Google est conditionné à un certain nombre de points, et ce nombre de points va lui-même conditionner le prix que vous allez payer. Et pour certaines entreprises, ça devenait impayable d'utiliser ces services, parce que c'était le couteau sur la gorge, voilà. Et donc beaucoup d'entreprises se sont orientées du coup vers l'application native localisée sur le téléphone, Apple Maps ou Apple Street Maps en l'occurrence pour certaines applications sous iOS. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un combat un peu acharné à un moment donné, qui a finalement été abandonné quelque part, ce qui est un peu idiot, parce que finalement c'est sur une simple requête sans nécessairement passer par l'API, on peut afficher aussi une carte. Donc mais bon, si on veut l'intégrer dans sa propre application, dans son propre design, évidemment là on est un petit peu battu. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la carte, me semble-t-il. On est à la lettre F comme frelon. Oui, on vous parle de tout chez les technos, même de frelon, pour vous parler d'une innovation pour pour piéger les fameux frelons asiatiques dont on a beaucoup entendu parler de temps en temps. C'est saisonnier, on en parle régulièrement dans les journaux d'information classiques. Oui, c'est donc moi qui vais prendre ce sujet-là. Oui. On aime parler low-tech. Alors j'ai trouvé de la low-tech, ça me fait plaisir. Ouais, j'en parle. Oui, les frelons asiatiques qui sont arrivés en Europe et notamment en France en 2004 et qui posent de gros problèmes à tous les apiculteurs, puisque quand les frelons asiatiques arrivent sur les ruches, ils déciment les abeilles et c'est fini, quoi. Les apiculteurs, ils peuvent mettre la clé sous la porte, voilà. Et donc, en fait, comment ça se passe ? Les frelons asiatiques, quand ils arrivent sur des ruches, donc déjà, il y a une reine qui met des petits au début du printemps, qui commencent à se multiplier au début du printemps. Et donc, elles arrivent devant les ruches, elles se positionnent en vol stationnaire à 30-40 cm autour de la ruche, et dès qu'il y a une abeille qui arrive, ils coupent la tête, ils mangent, et terminé. Donc, voilà, il y a une apicultrice, Frédéric Ripet, de l'entreprise Api & Bee, API, c'est API mais pas informatique, Bee B2E. Api content, Bee abeille. Ouais. Voilà. Qui a imaginé un piège qui en fait inverse les rôles. Alors je vais expliquer un peu le truc. Vous voyez, une ruche, c'est une genre de boîte dans laquelle il y a des trous, et l'abeille peut rentrer par ce trou pour aller dans la ruche. Et donc cette personne a imaginé un piège qu'elle appelle le Stop It, et une version 2 qui s'appelle le Stop It Max, qui est une sorte de sas d'entrée en polypropylène. Donc on vous livre une feuille de polypropylène qui est déjà prédécoupée et prépliée. C'est un peu comme une
Vous savez, vous avez des certaines boîtes là qu'on peut. Oui, c'est ça, comme dans certains magasins de meubles qui vous vendent des trucs pas chers, vite fait. Et c'est du plastique, il suffit de le plier soi-même. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, ça ressemble, une fois que c'est plié, une espèce de manne-à-linge. Vous voyez, les manne-à-linge en plastique, c'est un peu à ça que ça ressemble. Voilà, continue. Et donc, dans cette espèce de sas d'entrée qu'on vient mettre, hein, c'est comme on va dire une grosse boîte de chaussures avec des trous dedans. C'est ça. En fait, le frelon ne peut pas rentrer dedans en volant à cause des tailles des trous. Ah oui. Et si quand bien même il arriverait à rentrer dedans, il n'y a pas d'espace à l'intérieur où il peut voler parce que le frelon est plus gros qu'une abeille. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, s'il arrive à rentrer, il ne peut pas voler, il ne peut avancer qu'en marchant. Et donc, dans ce cas-là, les abeilles peuvent arriver tous sur lui et l'exterminer. Et donc, en fait, c'est une innovation qui déjà sauve les apiculteurs pour leur population d'abeilles, mais aussi qui retourne c'est l'arroseur arrosé, quoi. Le frelon asiatique, il rentre là-dedans, il y a de très fortes chances qu'il se fasse en fait, il met le frelon asiatique en position de faiblesse, de prédater plutôt que de prédateur, quoi. En gros, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. J'ai trouvé que c'est très malin et vu le miel, le cours du miel augmente. Enfin, c'est oui. Et au-delà, il y en a qui vont m'en vouloir, mais au-delà du frelon asiatique, on est aussi un petit peu attaqué par le miel asiatique venu de Chine, qui sont en fait des espèces de soupes sucrées avec des additifs pour donner un espèce de goût de miel, mais qui n'a absolument rien à voir avec du miel, et qui envahissent les étals de nos magasins. Faites attention à ça quand vous allez dans les grandes surfaces. La plupart du temps, regardez bien d'où provient le miel, s'il s'agit de miel, d'où il provient, parce que bien souvent, ça n'a rien à voir avec du miel. Tout ça pour dire qu'on est attaqué de toutes parts, quelque part, avec le miel. Voilà. En tous les cas, je trouvais que c'était simple, ouais. et le fait de retourner le problème dans l'autre sens et qu'on éradique quelque part les frelons par les abeilles, je trouvais ça très malin. Ils ont breveté ça en 2018, c'est très simple. C'est de la low-tech, mais c'est plein de bon sens. Et moi, je trouvais que c'était bien. Et s'il y a des apiculteurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, ça va peut-être effectivement. Ça peut sauver leur production. Et c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ça coûte rien en plus, ce truc. Enfin, j'ai pas le prix non plus, mais c'est. On va dire qu'en matière première, ça coûte pas grand-chose. Bah oui, c'est ça. C'est sur le principe. Enfin voilà, ça devrait même être open source. Je trouve. Mais bon, ceci dit, c'est breveté. Ils ont fait la recherche, ils ont procédé par essai-erreur, ça leur a pris du temps, donc c'est normal qu'ils soient rétribués. Sébastien, un avis sur cette solution? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est de la low-tech, c'est simple, c'est aussi simple qu'une feuille de plastique avec des trous dedans, à plier soi-même, donc... C'est génial, moi je trouve ça génial. Quand on a des résultats qui fonctionnent avec si peu de moyens, il faut de l'observation, et finalement c'est vrai que certains iront trouver un système électronique qui fait un bruit bizarre pour éloigner, pour rapprocher, pour machin, etc. Ça coûterait des milliers et des cents, et là, voilà. Comme quoi, des fois, on tombe sur des trucs sympas de ce type-là. Si vous en avez des solutions comme ça aussi simples, pas uniquement dans le domaine des abeilles, vous pouvez aussi vous occuper d'autres choses. N'hésitez pas à les partager avec nous, on s'en fera l'écho avec plaisir. R comme registre, Sébastien, les Pays-Bas publient leurs algorithmes, mais dans quel domaine plus spécifiquement? Tous les domaines, les Pays-Bas, donc la ministre en charge du numérique aux Pays-Bas, qui s'appelle Alexandra Van Huffelen, a fait une annonce que maintenant les administrations publiques, au sens large du mot administration publique, donc ça peut être une branche du gouvernement, une ville, une bibliothèque, une administration publique, peut et doit même, peut pour le moment, mais devra à terme publier l'ensemble des systèmes informatiques qu'ils utilisent sur un registre. Alors ils ont dit un algorithme, moi je m'attendais à trouver des algorithmes genre ça utilise du machine learning avec tel modèle d'entraînement ou de l'encryption avec machin. En fait, ce qu'ils appellent les algorithmes, c'est plutôt les systèmes informatiques. Dire voilà, on a une base de données qui porte sur ça, sur telle fonction, etc. De manière à ce que les citoyens vigilants puissent regarder combien de systèmes utilisent les différentes organisations organismes, je devrais dire, avec lesquels ils traitent, et à quelle fin, à quelle finalité dans le registre
registre, on trouve également le nom des personnes responsables, les moyens de contact des personnes, etc. Alors j'ai fait quelques recherches parce que c'est facile de trouver ces articles dans la presse, mais aller retrouver le site web en question, ça m'a pris un peu plus de temps. Enfin, il est dans les notes du podcast, donc allez voir là. Et c'est un site web qui reprend l'ensemble des systèmes informatiques déployés par des administrations pour gérer différents aspects. On voit que la commune d'Amsterdam en a 8, que Den Haag, la capitale, en a 26, Utrecht en a enregistré 38 et ainsi de suite. Il y a aussi des provinces qui en ont déployé, des organismes de sécurité sociale, etc., etc. Alors le site web est en anglais et en néerlandais, mais les métadonnées sont toutes en néerlandais, donc même si vous avez le site web en anglais, il faut quand même comprendre un peu le néerlandais pour savoir de quoi il s'agit. Mais chaque fois que vous cliquez sur le nom d'un système, vous avez l'organisation qui l'a publié, le département, les informations générales comme la description, le statut, est-ce que c'est actif en projet, etc. Mais également le but, à quoi va servir ce système ou à quoi sert ce système, quel est l'impact, est-ce que la collecte de données est proportionnelle aux finalités, qui est un concept que nos amis juristes aiment bien, les aspects légaux, qui est propriétaire des données, qui est la personne de contact, est-ce qu'il y a une procédure pour faire une objection, je sais pas comment on dit, une opposition à ces données, quelles sont les métadonnées, quel est le cas d'utilisation, donc à quoi ça va servir, et quelle est la supervision, est-ce qu'il y a une intervention humaine, est-ce qu'il y a des risques, comment est-ce qu'on évalue les métriques, etc. Donc je trouvais ça un super effort de transparence, qui est un tout petit peu précurseur en Europe, mais qui va se généraliser parce que dans certains articles on mentionne également que l'Union européenne est en train de préparer une réglementation à ce sujet-là, et donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir venir dans tous les pays bientôt. Donc félicitations aux Pays-Bas, et merci à Benoît qui a partagé la nouvelle sur nos canaux d'information cet après-midi. Ce qui me permet de rebondir, évidemment, cette veille technologique que nous pratiquons au quotidien, on la partage nous-mêmes avec vous via les réseaux sociaux, même Twitter, mais également Mastodon, Facebook et Telegram également, où nous sommes également présents. Donc nos petits camarades, tous les jours quasiment, trouvent ainsi des articles qui les intéressent eux, et enfin en tout cas qu'ils les ont trouvés intéressants, qu'ils ont envie de partager, eh bien ils les partagent d'entrée de jeu avec vous, ce qui fait que de temps en temps, si vous nous suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, vous voyez apparaître dans nos conduites d'épisodes des sujets que vous avez déjà peut-être explorés par ailleurs, donc c'est pas grave, vous êtes déjà, comme ça vous avez déjà fait une petite opinion sur le sujet. Donc voilà, ici le site en question c'est algorithmus.overrate.nl. Voilà, c'est comme ça on donne l'adresse, mais on met aussi les adresses sur la description, dans la description de chaque épisode. Est-ce que Aurélien avait un commentaire à ajouter? Oui, j'imagine. Enfin, j'essayais de me projeter si on devait faire ça en France. La mairie de ma ville dispose d'un fichier Excel des repas de cantine de mes enfants. Elle fait une macro sur le repas de cantine de tous les enfants de la ville. Elle fait une moindre macro Excel sur un truc, elle doit déclarer. Ça me paraît. Si un jour ça devient obligatoire. Oui. Ça serait, c'est un traitement de données sur des données personnelles des citoyens. D'accord, mais si à Amsterdam il n'y en a que 8, c'est pas prêt d'en avoir dans ma ville. Oui, mais voilà, c'est peut-être aussi l'occasion d'unifier ou de mettre en commun des moyens autres qu'un simple tableau Excel, à différents degrés. Mais ceci dit, c'est un vœu pieux, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ce serait assez logique que, tu parles d'écoles, que l'éducation nationale mette à disposition des écoles des outils qui puissent après mettre à leur dimension, mais voilà, c'est une question encore plus vaste, j'ai envie de dire. T'imagines en France, Parcoursup et tout, la masse de données qu'il doit avoir là-dedans. Bien sûr. Donc, du coup, celui qui a fait juste une petite macro pour reconnaître les élèves véganes dans la liste des repas de midi. Moi, c'est à ça que je pensais quand tu parles de... On dit pas vegan, on dit sans viande, monsieur.
Oui, c'est vrai. Donc, ça a changé. Ça change tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez une fois de plus des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre. Sinon, comme je le disais, on vous met les liens vers les articles en question pour vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, comme sur ce sujet-ci. R comme réparable. Aurélien, tu fais dans l'éthique cette semaine. On parle de toujours, moi. J'allais dire une réparabilité, mais le mot n'existait à mon avis pas encore dans le dictionnaire. Si, c'est vrai. Ah bon, ok. Si, bien sûr. Et c'était un peu le vœu de Dell à un moment donné. Alors, on connaît les initiatives du genre le Fairphone, par exemple, qui est axé sur cette idée-là. Je rappelle, le Fairphone, c'est ce smartphone dont vous pouvez changer certains composants d'usure, comme la batterie, par exemple, ou autre. Dell avait eu un petit peu la même initiative, c'est ça, au départ. Oui. Je dis pas de bêtises. Alors, c'est mon sujet coup de gueule de la semaine parce que ce sujet-là, Dell Luna, le projet Luna de Dell, L-U-N-A, je l'ai déjà chroniqué il y a au moins un an. Ils avaient annoncé ce projet-là il y a plus d'un an et bon, a priori, l'équipe qui a fait ça, elle a pas trop... Enfin, elle a bossé, mais en tous les cas, il n'y a pas de choses très tangibles. Donc, ils ont refait un communiqué de presse cette année, avec des choses en plus. Mais je vais vous donner tout de suite le truc. Vous inquiétez pas, c'est très beau sur le papier. C'est du délire d'ingénieur, mais vous le verrez pas sur chez vos revendeurs avant 2030. Donc, soyez tranquilles. Non mais enfin, ce genre de papier c'est génial, c'est un délire d'ingénieur, c'est génial pour les ingénieurs, mais en vrai, moi je trouve que ça fait pas avancer trop le public. Bon bref, restons sur la technique, restons sur un discours d'ingénieur, ça c'est pas fait pour me déplaire. Mais voilà. Donc le but c'est de faire un laptop modulable et réparable par l'utilisateur. Donc vous allez voir dans les notes du podcast que je vous ai mis, vous avez des vidéos de Dell qui vous fait une promesse. Vous êtes capable de démonter un laptop et de changer les composants de tout ça en moins d'1 minute. Et sans outil. Donc c'est très simple. Quasiment aucun outil. Sans outil. Ouais. Vous prenez le laptop, vous l'ouvrez, vous rentrez un trombone, ce que vous voulez, dans le trou du Kensington, là, vous savez, du verrou Kensington. C'est ça, ok. Voilà. Ouais. Vous rentrez par là, ça libère un clip, vous enlevez la petite bande qui est devant le clavier, enfin au-dessus du clavier. Une fois que vous avez enlevé ça, vous enlevez le clavier. Une fois que vous avez enlevé ça, vous enlevez le trackpad. Une fois que vous avez ça, vous tombez sur la carte mère. Et en fait, c'est vraiment fait comme un Lego, dans le sens où vous ne pouvez pas démonter les choses dans le mauvais ordre, vous ne pouvez pas remonter les choses dans le mauvais ordre, parce que toutes s'imbriquent et s'enclenchent les uns dans les autres. Et en fait, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors, c'est génial, vous vous dites, bon, voilà, j'ai une partie de mon PC à changer pour une X raison, pour l'upgrader, pour le réparer, parce qu'il est, voilà. Même l'écran, ils disent que c'est un tout petit peu plus complexe, mais la dalle LCD peut être changée. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de changer ou de faire changer des éléments de votre PC de manière hyper rapide, ou même de manière automatique. Oui, parce qu'il y a moyen de mécaniser le process. En fait. Dans le showroom, vous avez une vidéo là qui sont dans les notes de podcast. Ouais. Dans le showroom qui est situé à New York de Dell, vous avez un petit robot SCARA qui, vous mettez votre PC dans la machine, il y a un petit robot SCARA, il est capable il vous fait une démo qui est capable de changer une carte mère complète. Donc il démonte chacun des trucs, il y a une nouvelle carte mère qui arrive, il la positionne et hop, il vous remonte le PC et en 3 minutes, la carte mère est changée par le robot. Donc c'est vraiment hyper ingénieux, il y a plein d'astuces de conception au niveau mécanique, c'est génial. De connecteurs aussi, si vous avez déjà démonté un PC, vous savez qu'il y a... Bon déjà il y a des choses qui sont collées, alors il faut les chauffer pour les enlever, les nappes, faut pas les monter à l'envers, les petits clips, c'est un peu un enfer. Donc voilà, donc ça répond à tout ça. Par contre, l'inconvénient aussi, et je finirai là-dessus, c'est que vous vous retrouvez avec une carte mère qui embarque la RAM, le disque dur, le storage, et dans la carte mère, il y a par exemple la carte Wi-Fi. Voilà, donc si par exemple vous avez un PC Dell de ce type-là avec une carte Wi-Fi morte, vous ne pourrez pas changer la carte Wi-Fi, c'est pas possible, ça fait un tout. Donc, oui, c'est ça. Il y a quand même des éléments qui ont été regroupés, on va dire, autour de la carte mère. Oui, il y a moins de pièces possibles. Ils ont fait en sorte d'avoir le moins de pièces possible. Sinon, la bombe complète d'un truc comme ça serait l'enfer. Donc, l'idée est très bonne. Mais oui, c'est ça. Et ton coup de gueule, en fait,
c'est le fait que c'est pas industrialisé en fait ce process. Aujourd'hui, pour moi, c'est un délire d'ingénieur. C'est un délire d'ingénieur. C'est-à-dire que, à mon avis, industrialiser ça, c'est impayable. D'accord. Donc, s'ils arrivaient à faire des machines comme ça low cost, ça serait génial. Mais il faut les volumes, il faut l'outil industriel pour le faire. Ça remet en cause beaucoup à mon avis, ça remet en cause beaucoup de lignes de production, de tout le design, donc toutes les lignes de production. Donc, il faudrait vraiment repenser à ça. C'est très beau sur le papier, c'est un délire d'ingénieur, c'est magnifique. Malheureusement, industriellement et économiquement, je suis pas sûr que ça soit que ça ait un avenir avant 2030. Parce que là, on le voit sous le prisme, parce qu'on retient ça sous le prisme d'un seul appareil, donc d'un seul modèle, mais j'imagine que ces pièces doivent pouvoir être compatibles entre modèles différents. Je pense à un écran 15 pouces et un écran 13 pouces, par exemple. Alors même s'il y aura certainement il y aurait des contraintes liées à la mécanique, enfin voilà, mais il y a quand même ils devraient quand même essayer, ça reste du conditionnel évidemment, d'avoir des pièces communes ou des process communs, et donc ça rajoute encore de la complexité à la complexité, et donc du coup, oui, effectivement, là on comprend que c'est vraiment, vraiment compliqué. On l'avait vu, c'est pour ça que je parlais du Fairphone, il y a très peu, ou voire quasiment pas de rétrocompatibilité entre différents modèles de Fairphone dans les évolutions. Donc on s'éloigne de l'objectif qui était de dire, on va jeter le moins possible, du coup. Mais pourquoi c'est compliqué. Alors après, dès le moment où on met le coût, on rajoute parce que tu le disais, on peut le faire, mais avec quel coût voilà. Donc j'imagine que si on le faisait, ça coûterait très cher. Est-ce que le client que nous sommes serait prêt à mettre cette différence de prix en supplément pour des questions purement éthiques et encore un peu floues? C'est la question que je pose à Sébastien, puisqu'il n'a pas encore parlé sur ce sujet. J'étais en train de réfléchir, pourquoi low cost, si c'est au même prix qu'un PC de la gamme Dell équivalent avec les mêmes performances, c'est un argument de vente en plus, de dire, on peut changer facilement la batterie, le clavier, etc., sans devoir remplacer toute la machine. Donc, je pense que c'est du plat de béni pour le marketing, très honnêtement. Et ça rentre dans l'air du temps également de pas jeter, de remplacer, etc. Donc je vois pas nécessairement ça comme un PC low cost, mais peut-être comme une manière de fabriquer des PC dans le futur, d'assembler des PC dans le futur. Et j'étais en train de rêver des composants interopérables entre marques. On pourrait rêver qu'une batterie d'un Lenovo fonctionne sur un Dell et ainsi de suite. Mais là je suis clairement hors sujet. Ouais. Mais bon, Dell étant très présent aussi en entreprise, la gestion pour un service informatique d'une entreprise, la gestion d'un parc informatique se verrait forcément améliorée parce que il pourrait acheter les éléments en fonction d'eux. Enfin voilà, c'est plutôt que de changer toute la machine après 3 ans, on ne change que la carte mère ou que voilà, c'est tout ça je trouve ça assez bourré d'intelligence, comme tu le disais, Aurélien. C'est d'un point de vue d'ingénieur, c'est un bon délire. On s'amuse, on rigole, on réinvente un peu mais en même temps c'est un doux rêve. Notre société est ainsi faite que ça ne reste qu'un doux rêve, malheureusement. Passons à autre chose, si vous voulez bien, à la lettre S comme store. Oui, il n'y a que des R et des S cette semaine, donc je vous le dis tout de suite. On n'a pas été dans l'originalité. Store, Sébastien, toi tu t'es un petit peu tu as vu ce qu'a annoncé la presse, je dis la presse de manière générale, tu préciseras laquelle dans un instant, mais qui parle de l'ouverture d'Apple à des Apple Store alternatifs. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, et pareil que ce schéma est en train d'évoluer. Ça pourrait arriver, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps dans les technos. J'ai déjà parlé plein de fois de la bagarre avec Epic, notamment avec Spotify. Donc le problème, c'est que le seul moyen de distribuer une application sur Apple, en dehors du contexte des entreprises, qui est un canal quand même séparé, mais pour le grand public, c'est de passer par l'App Store d'Apple. Et si on veut vendre quelque chose dans son application, on est obligé de passer par l'App Store également, qui prend 30% de marge, à la fois sur le prix de l'application ou sur ce qui est vendu. En tout cas, 30% pour les grandes entreprises, 15% pour les petits
petite et c'est un changement suite notamment avec cette bagarre avec Epic et autres dont on a déjà beaucoup parlé. Et c'est évidemment un frein à la concurrence et donc l'Union européenne est en train de regarder ça de près et nous a sorti une petite législation qui s'appelle un Digital Millennium Act des DMA, je pense. Je suis pas sûr du nom, mais enfin l'idée est là. Une loi, une règle européenne qui va obliger les gros App Store, donc ceux qui font plus de tête, c'est 75, donc 75 milliards de chiffre d'affaires et qui ont plus de X millions d'utilisateurs, donc en clair Apple et Google, hein, oui. à ce volume, à les obliger à avoir des moyens alternatifs pour distribuer des applications. Donc en ne permet pas que il y a des acteurs auxquels on ne pense pas nécessairement. Je pense aux acteurs de télévision, oui, et les télévisions, et peut-être les Samsung, LG, ils ont leur propre store aussi. Oui. Ouais, moi je pensais aux jeux, l'App Store de la PlayStation ou des par trucs exemple. Comme ça. On parle des très grands, hein, voilà. Oui, on parle pas des petits de toute façon. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, consommateur, ça veut dire que j'aurai l'App Store d'Apple sur mon iPhone, mais je pourrais aussi choisir d'installer des App Store alternatifs. Je suppose en passant par l'App Store d'Apple, je vais télécharger l'App Store d'Epic par exemple, et j'aurai tous les jeux d'Epic dans l'App Store d'Epic, où j'aurai l'App Store de Monsieur Trucmuche, et dans l'App Store de Monsieur Trucmuche, j'aurai tout cela. Alors Apple n'a rien confirmé, mais on sait que la loi est en train de prendre forme. Enfin, excusez-moi si vous êtes juriste, la loi n'est pas le bon terme, c'est le règlement européen, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais la directive est en train de prendre forme et ça va arriver en 2023. Et Bloomberg, tu parlais de la presse tout à l'heure, c'est Bloomberg, l'agence de presse Bloomberg qui a sorti cette information cette semaine en disant que Apple est en train de se préparer pour respecter la loi, parce qu'ils n'ont pas le choix en quelque sorte. S'ils veulent continuer de vendre en Europe, ils doivent respecter la loi européenne. Ils sont en train de se préparer pour nous offrir des App Store alternatifs. Et puis en cherchant un peu sur cela pour préparer l'épisode, j'ai trouvé un article de EFF. EFF, c'est l'Electronic Frontier Foundation. C'est un groupe de lobbyistes qui militent pour l'open source, pour le logiciel libre, etc. Donc parfois ils sont un peu extrêmes dans leur position, mais toujours ils partent d'un bon point de vue, qui est la défense du consommateur, de nos droits, du droit de nos données, des logiciels qu'on achète, etc. Où ils ont commencé à imaginer dans un article, dans un assez long article mais très intéressant, dont vous trouvez encore une fois le lien dans les notes du podcast, toutes les raisons, toutes les manières dont Apple pourrait respecter la loi tout en la sabotant. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, alors celle-là, elle est pas très méchante, mais obliger les développeurs de logiciels à toujours signer les applications avec les clés qui sont distribuées par Apple, donc en s'abonnant à l'Apple Developer Program. Si on est dans un monde tout à fait libre, l'Electronic Frontier Foundation dit pourquoi est-ce qu'un développeur iOS devrait aller s'abonner au programme de développeur d'Apple. On devrait pouvoir utiliser n'importe quel outil de développement et n'importe quel toolchain pour pouvoir construire des applications pour des App Store alternatifs. Et ils ont raison sur le fond. Je pense pas que ça soit un gros bloqueur qui empêche les gens de développer, surtout que ceux qui vont aller vendre sur des App Store alternatifs, probablement qu'ils ont déjà leur application. Mais il y a d'autres manières qu'ils ont imaginées aussi. Ils pourraient demander si vous voulez créer un App Store sur iOS, vous devez suivre la même règle éditoriale que nous. Et ils pourraient décider aussi d'éliminer des App Stores si ces App Stores ne respectent pas les règles éditoriales. Par exemple, une application qui est interdite sur iOS, par exemple, c'est une application qui reporte toutes les frappes de drones militaires et qui tue des civils. Apple pourrait dire, cette application, même sur un App Store alternatif, je veux pas la voir parce que c'est le genre d'application que je veux pas voir sur un App Store. Donc imposer des règles éditoriales ou imposer que les App Store alternatifs utilisent les mêmes règles de sécurité, donc que les applications doivent être revues avec les mêmes critères de sécurité. Ce serait, là pour le coup, je me permets de le dire, ce serait assez logique, et en tant qu'utilisateur, consommateur, je trouverais ça plutôt rassurant. Oui, parce que sinon on va se retrouver avec un monde à plusieurs vitesses, avec des App Store secure et des App Store poubelles. On va trouver tout et n'importe quoi. Il pourrait exiger également que tous les paiements faits par un App Store alternatif passe par Apple. Pourquoi pas, ce qui en quelque sorte tuerait la raison même d'avoir ces App Store. Il pourrait décider, je l'ai déjà dit, arbitrairement ou pas, de révoquer un App Store, tout d'un coup dire voilà, cet App Store là il n'a pas respecté la règle XYZ, pouf, il disparaît, et donc toutes les applications dedans disparaissent aussi. Donc voilà, c'était un peu de la science-fiction, puisqu'évidemment, d'abord je répète, Apple n'a rien annoncé, ils ont surtout pas annoncé non plus qu'ils allaient
tuer le projet dans l'œuf non plus de ces façons-là. C'est de la politique fiction de l'EFF, mais c'était intéressant de voir ce point de vue. Il rappelle également que la Commission européenne aura un œil très précis, très proches du dossier, qui ne laisseront pas faire ce qu'ils veulent. Ici, ils traitent d'Apple, mais de nouveau, ça s'applique pas que à Apple. Google, mais enfin, il y a déjà des App Store sur Android, il y a déjà des App Store alternatifs et des moyens de télécharger des applications sans passer par l'App Store. Donc, ils sont un peu moins impliqués que ça. Si j'ai encore une minute, je vois au bout du compteur. Dans le même article, il rappelle également qu'Apple protège ses clients et les données de ses clients, mais pas toujours quand on veut aussi protéger ses investisseurs. Et il dit, c'est vrai qu'il vérifie la qualité des applications qui sont déployées sur les App Store, et s'il y a des applications à problème, il les enlève. Parfois, ils font des erreurs aussi. Ils enlèvent des applications qui ne devraient pas y être. Mais parfois, Apple favorise plutôt ses investisseurs. Par exemple, quand le gouvernement chinois demande d'enlever des applications de VPN, Apple le fait. Quand le gouvernement chinois demande à Apple d'installer un backdoor dans certains de ses backups, de ses services de backup, Apple le fait. Quand le gouvernement chinois demande, on en a parlé dans les technos, de limiter la fonctionnalité AirDrop qui permet d'échanger des messages avec les gens en proximité, ils le font également. Pourquoi ? Parce que si jamais ils se mettent à dos le gouvernement chinois, ils pourraient se voir refuser l'accès aux usines chinoises qui leur fournissent des matériaux à bas coût, et donc ils devraient fabriquer ailleurs et donc vendre plus cher sur l'ensemble de la planète. Et puis ils se priveraient aussi du marché chinois, 350 millions de classe moyenne de gens capables d'acheter des iPhones, donc 350 millions de clients potentiels pour Apple. Et de l'autre côté, quand le FBI leur demande de rajouter des backdoors sur certains devices, là Apple a refusé, et chaque fois il y a les liens qui permettent d'aller lire ça. Pourquoi ? Parce que le FBI a moins la possibilité d'impacter les opérations commerciales d'Apple sur les États-Unis que le gouvernement chinois en Chine. Ceci étant dit, Apple étudie quand même la possibilité de fabriquer ailleurs qu'en Chine, déjà sur le territoire américain, certains appareils, et ils ont annoncé l'Inde également, je pense, risque d'être un port d'attache prochainement pour certaines fabrications. Donc, justement, sans doute aussi pour créer une espèce d'équilibre géopolitique sur leur production, pour justement ne plus être tributaire de ces exigences que peuvent avoir certains pouvoirs. Donc, ça, ce serait plutôt positif. Je vais passer la parole à Aurélien dans un instant, juste pour conclure sur ce sujet-là, s'il le veut, mais la sécurité, ça passe aussi, on en a parlé déjà de la clé signature logicielle, j'en parlais justement juste avant. Il faut savoir que, par exemple, sous Android, la clé logicielle de Samsung a été compromise, et que du coup, on se retrouve avec des malwares. Ah ben voilà, donc c'est parce que c'est une information, je pense, trop ancienne pour qu'on l'aborde maintenant, mais on va l'aborder dans quelques instants. Donc sans aborder ce sujet, Aurélien, c'est des trucs à rajouter. Très bien. Sur la politique d'Apple, déjà les 30%, enfin, je suis pas en phase avec ça. Je trouve que dès le début, le jeu est pipé, et voilà ce que dit. Enfin, je n'étais pas au courant de ce qu'a dit Sébastien, et je trouve ça m'écœure. Mais oui, enfin, on a déjà eu ce débat, mais on va pas en faire la bouche non plus. Mais il faut reconnaître qu'Apple a mis en place à leurs frais les conditions de mise en place et de distribution de logiciels au plus grand nombre, et que quelque part, ils se payent. Alors après, sur les 30%, on peut discuter du niveau, et en fonction de quel type de développeur on demande 30%. Voilà, on a déjà parlé de tout ça, mais c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas fini, et tu as raison de le souligner. C'est la suite du débat épique, hein. C'est ça, c'est un peu la suite logique de ce débat-là, que nous n'aurons pas aujourd'hui parce que l'heure tourne. Et qu'on était à la lettre S, encore, comme satellite cette fois, Aurélien. On arriverait à se passer des coups de fil, à se passer des antennes satellites, manifestement. Des antennes du réseau. Des antennes classiques du réseau. Classique. Oui, et on va passer par le satellite. En fait, il manque des mots dans mon texte. En fait, je me rends compte, je pense. Mais bon, continuons. Donc oui, c'est SpaceX, hein, c'est notre ami Elon qui a déposé une demande. C'est pas mon ami. Notre ami au sens. Oui, voilà, c'est ça. Au sens. Voilà. Qui a déposé une demande ces jours-ci à la FCC pour équiper des satellites SpaceX de deuxième génération avec un
alors je vais mettre entre guillemets, un système de transmission directe vers le cellulaire. Donc c'est bien ça, on enlèverait les antennes cellulaires pour dialoguer directement de nos smartphones vers les satellites. Et donc ça permettrait de transmettre des données directement, voilà, de nos téléphones qui seraient dans des zones blanches par exemple, ou qui auraient des qualités de couverture, des zones de couverture des zones très mal couvertes. Ouais. Donc faut se rappeler qu'en août, SpaceX avait fait un partenariat avec T-Mobile. Alors T-Mobile, je croyais que c'était qu'en Allemagne, mais en fait T-Mobile a des clients partout, qui donc ils ont fait un partenariat pour que les clients T-Mobile puissent envoyer et recevoir des messages textes par les satellites en orbite basse de SpaceX, notamment aux USA, parce qu'à priori aux USA il y aurait beaucoup de zones qui seraient pas bien couvertes. Et donc, avec cette technologie, on arriverait à faire du download à 18,3 mégabits seconde et du upload à 7,2 mégabits seconde. Et ça serait disponible fin 2023. Et alors, ce que je ne savais pas, et ce qui m'a un peu étonné, c'est que nos smartphones classiques, n'ont pas besoin d'upload, d'upgrade de la partie radio. La partie radio, donc antenne, transmission qu'on a actuellement, nous permettrait de dialoguer directement avec des satellites. Alors, il y aura deux infos dans l'info, vous allez voir, puisque en fait, ça serait Android 14 qui donc sur la partie hardware, je viens d'en parler, on n'aurait pas de modification à faire, et c'est à partir d'Android 14 qu'on pourrait avoir cette compatibilité et cette possibilité de dialoguer. Et donc, en fait, j'ai pris 2 news dans notre corbeille là pour en faire une, puisque à partir de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, il y a une fonction qui s'appelle SOS appel d'urgence. Alors, cette fonction, je permet d'envoyer des messages textes ou passer des appels au service d'urgence ou des appels en mode autonome. Je vais en parler après. C'est-à-dire que c'est le smartphone qui prévient directement les secours via du satellite. Les heureux propriétaires de ces iPhone 14 disposent de ce service gratuitement pendant 2 ans. Après, Apple n'a pas dit, mais peut-être que ça sera payant, faut pas, voilà. Donc, vos iPhone 14 ont cette possibilité de dialoguer avec les satellites de SpaceX pour transmettre des messages d'urgence ou transmettre des messages quand vous n'êtes pas couvert. Et dernier point, il y a deux personnes en Californie qui ont eu un accident de voiture qui n'étaient inconscientes. L'iPhone 14 a prévenu les secours et ils ont été sauvés. Et donc, comme quoi, voilà, ça peut servir. Et voilà, moi je trouve que c'est une très belle technologie et qui, si elle sauve des vies, faut pas s'en priver. En effet. Après, il faut voir le coût, etc. Mais en effet, moi je trouve ça plutôt prometteur. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Que les telco-providers traditionnels ont peut-être du souci à se faire, du mouron à se faire, parce que leur business model risque d'être en jeu. Alors pas dans les 2-3 ans qui viennent, mais c'est clair qu'à plusieurs dizaines d'années, on commence à le sentir. Cette technologie qui est déployée par Elon Musk avec SpaceX, certes, mais également, je pense, avec Jeff Bezos, a aussi un projet. Oui, Amazon, enfin pas Amazon, c'est une société. Une société de Jeff Bezos, en tout cas. A une solution aussi qu'ils sont en train de mettre en œuvre, peut-être à moins grande échelle dans un premier temps, parce qu'ils n'ont pas les lanceurs qu'il faut, etc., alors que SpaceX a tout ce qui. Maintenant, ils ont un modèle qui fonctionne vraiment, et donc ils vont pouvoir inonder les orbites basses de satellites avec tout ce que ça peut comporter comme problématique autre. On va pas revenir dessus ici, mais voilà, une technologie pousse aussi un petit peu, des fois on se demande jusqu'où on va aller et si on a vraiment besoin de certains éléments, de certaines technologies. Ici, manifestement, ça sauve des vies, donc on pourrait dire que ça a du sens, mais il faudrait pas que pour autant, pour arriver à ce résultat-là, on se retrouve complètement bloqué par une nuée de satellites qui nous empêche d'observer, par exemple, les étoiles, je pense à ça, ou autre chose, quoi. On a fait le tour du sujet, oui ?
Oui, mais en tous les cas, il a intérêt à embarquer un max de services sur ses oui, là pour le coup, d'un point de vue économique, il faut qu'il les rentabilise. Hein, donc, il a d'ailleurs sorti, il y a une version militaire de Starlink qui est en train d'être déployée aussi, fort de l'expérience ukrainienne, on ose l'imaginer. Et donc là aussi, il y a des débouchés économiques, quoi qu'il en soit, qui sont d'importance, on ose l'imaginer. On est à la lettre S. Pour conclure cet épisode, j'ai un tout petit peu éventé le sujet, et j'en suis désolé, Sébastien. Ça parle de Samsung, de clés d'application. Tu remets les choses dans le contexte toi-même. Finalement, j'ai fait le plus gros du travail. Ouais. En fait, c'est vrai que la news n'est pas de cette semaine. La news, c'est de début décembre, donc il y a une vingtaine de jours, mais je pense pas qu'elle a été traitée dans les technos, parce que j'écoute quand je suis pas là aussi. Bizarrement, moi je l'ai vu remonter, je ne sais pas, dans un article plus récent, mais peut-être que c'était dans une newsletter. Vous savez, on a tellement de sources qui nous viennent de partout que de temps en temps, il y a des choses qui arrivent un petit peu avec du retard ou qui nous apparaît avec retard alors qu'elles étaient bien là. Mais c'est pas grave, on peut l'aborder quand même. Donc la news, c'est quoi? C'est que des chercheurs en sécurité ont découvert que la clé maître de Samsung qui sert à signer des applications Android se retrouve dans la nature et que n'importe qui peut signer des applications Android et qu'Android va gentiment les charger en disant c'est une application officielle, validée, signée par Samsung, puisque c'est la vraie clé de Samsung qui est dans la nature. Alors Google a réagi en ayant fait un scan complet de son Google App Store et disent que les malwares qui ont été détectés par le chercheur en sécurité qui sont signés avec ces clés-là ne sont pas sur l'App Store de Google, le Google Play Store. En revanche, si vous téléchargez des applications en dehors de Google Play Store, soit sur des App Store alternatifs, soit sur des sites web et que vous les sideloadez, comme on dit en bon franglais, les chargez à côté, les fameux APK, eh bien ces applications qui peuvent être malicieuses, malveillantes, pourraient apparaître si elles sont signées avec cette clé-là comme une application tout à fait légitime de Samsung. Alors quand on lit l'article, il y a quand même plein de choses qui sont un peu bizarres. D'abord, il y aurait des signatures de malware avec cette clé-là qui sont dans la nature depuis 2016. Ça ferait 6 ans que ces clés se baladent et que Samsung n'a pas réagi. Ils ont réagi aux interrogations de la presse. Ils ont fait une réponse type qui bullshit, enfin ça veut rien dire, ça dit tout et ça dit rien, c'est pas précis, c'est pas clair, donc on ne sait pas quelle est la réalité là derrière. Google explique aussi qu'ils ont mis en place des stratégies de mitigation, donc pour mitiger ce problème, et que les clés doivent évidemment être changées. J'allais dire roter, parce qu'en anglais on dit to rotate, qui doivent être changé. Côté Samsung. Samsung n'est pas le seul d'ailleurs, c'est toute une série de clés, mais Samsung est le plus grand, c'est pour ça que je le cite. Mais il y a aussi des clés de Mediatek que je connais pas, et puis des plus petits OEM. On cite RevoView et Zorco, qui sont les deux qui font des tablettes pour Walmart aux États-Unis. La chaîne Walmart, c'est un peu comme Carrefour en France et en Belgique. C'est la chaîne de supermarché qui est à tous les coins de rue. Je savais pas qu'ils faisaient leurs propres tablettes. Et c'est un OEM d'autres marques, et ces clés-là sont également dans la nature. J'imagine que toutes les agences qui créent des applications ont leurs clés. Voilà, ils ont des clés qui sont générées pour pouvoir... Sauf qu'ici, on parle des clés routes du fabricant du téléphone. Effectivement, donc en 2 minutes, comment ça marche? Si moi, je suis développeur d'application, que ça soit sur iOS ou sur Android, je reçois des clés de Google ou d'Apple qui me permettent de signer mon application et qui disent, c'est bien moi, c'est Sébastien qui est, ou c'est Epic, ou c'est Microsoft, ou c'est Intel qui a fait cette application-là. Mais pour que cette clé soit valable, elle doit être signée par le fabricant également. Donc il y a une clé route maître qui appartient à Apple et uniquement à Apple côté iOS, mais qui appartient aux fabricants du téléphone côté Android. Donc ça peut être Google pour les téléphones Google, c'est Samsung pour les téléphones qui légitime les clés qu'ils émettent, mais qui légitime aussi leurs propres applications. Donc toutes les applications préinstallées par Samsung sont signées avec cette clé-là, et c'est celle-là qui a fuité. Donc des applications, et les hackers en profitent, donc ils modifient des applications existantes de Samsung
Samsung, où ils publient leurs propres applications avec le même nom, le même logo, la même icône que l'application de Samsung, et ils la signent avec la clé qui a fuité. Et comme ça, si je l'installe, mon téléphone me dira oui, c'est la vraie application de Samsung. Il a été signé par Samsung. Donc c'est mauvais, c'est très mauvais. Pour la sécurité. Et pour la confiance surtout. Et pour la confiance. Exactement. Parce que c'est très dommageable. C'est à mettre en contexte cette nouvelle-là avec tout ce qu'on a discuté avant sur les App Store alternatifs, etc. Ça rentre dans ce contexte-là. Soyez prudents quand vous installez des apps sur votre téléphone. Prenez-les des sources sûres. Google Play Store, ils font un très bon boulot pour vérifier la sécurité là. Apple App Store, pour le moment, fait un bon boulot. Il y a des erreurs, mais globalement, ça se passe plutôt bien quand ça vient de cette côté Android, c'est vrai que ça s'est amélioré parce qu'à un moment donné, c'était un peu la foire à n'importe quoi. Ce sont les sources alternatives, ce qu'on appelle le sideloading qui est dangereux. Ok, bon, on a bien fait le tour de cette question, sauf si Aurélien avait un truc à rajouter sur le sujet, auquel nous pourrions conclure. Sauf erreur de ma part, pour sideloader une application sous Android, il faut quand même mettre son téléphone en mode développeur. Oui. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui a son téléphone Android en mode développeur. En effet, donc bon, c'est vrai. Mais voilà. C'est devenu un peu routinier parce que finalement, tu tapes ça dans Google, la méthode pour passer en mode développeur est tellement connue maintenant que c'est beaucoup moins contraignant que ça ne l'était. Tu le fais pas par hasard quand même. Oui. Tu ne le fais pas par hasard, le mieux c'est quand même que les sites, enfin je sais pas si c'est le cas, c'est pas toujours le cas non plus, que les sites qui t'expliquent comment faire te mettent en garde en disant attention, c'est risque et péril comme on dit de le faire, mais tu as raison de le signaler. Et maintenant il y a même plusieurs niveaux, des fois, c'est mode développeur ou mode installateur où il y a un accès limité de l'application à tes données personnelles. Ça dépend un peu des surcouches Android que l'on rencontre sur les différentes marques d'appareils. Donc, mais toujours être vigilant, évidemment, c'est la règle du jeu. On parlera de casque, on parlera de data, on parlera de vélo et de stationnement de vélo. On parlera aussi de Pornhub dans notre bonus. Tout ça pour vous allécher un petit peu. Un bonus qui arrivera prochainement. Si ça se trouve, il est déjà là. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode 381. Il s'appelle pareil et ce sera avec les mêmes personnes. Ce sera le bonus 381. Avant de se quitter, si vous le voulez bien, je vous proposerai bien une petite citation, question de faire travailler vos méninges et de votre réflexion et peut-être avoir même, j'en sais rien, je ne sais même pas ce que j'ai sélectionné, un petit côté philosophique, pourquoi pas. Voilà la citation de la semaine. Les logiciels plantent car ils se basent sur la théorie qu'avec 9 femmes enceintes, vous pouvez avoir un bébé en un mois. Et c'est signé Werner von Braun, le monsieur qui a envoyé des gens dans l'espace et qui avant ça était un nazi. Mais tout ça pour dire que finalement, la phrase en elle-même, elle est plutôt rigolote. Moi, je trouve, c'est pas tout à fait faux, je pense. Quoique les informaticiens, évidemment, m'en voudront de dire ça. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Aurélien. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, quoi qu'il arrive, évidemment. Bonne fin de vacances, Aurélien. Et on se dit, évidemment, à très bientôt pour le bonus ou pour un autre épisode, puisqu'il y aura un épisode je tiens à le signaler, entre les fêtes, entre Noël et Nouvel An. Et je vous le dis en passant, on va se retrouver aussi en live à un moment ou à un autre, parce que voilà. On a décidé qu'on fera encore un live cette année. Donc, ça, vous le savez, vous êtes prévenus. Soyez donc un tout petit peu vigilants. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Salut.